Salut à toutes et à tous, on se retrouve un petit peu tardivement, vous l'aurez sans doute remarqué, avec la luminosité, on est le soir. J'espère d'ailleurs que le reflet de la lumière dans mes lunettes n'est pas trop embêtant. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai plusieurs livres dont j'ai envie de vous parler. La plupart de ces livres, alors une grande partie quand même de ces livres a un rapport avec la Hongrie. Et les livres dont je vais parler qui sont hongrois ont été achetés en Hongrie. Mais avant d'y arriver, on va passer sur les autres lectures qui n'ont pas vraiment de rapport. Alors, premièrement, j'ai acheté ce livre qui est un livre de non-fiction. Ça s'intitule La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran de Marnaz Shirali. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête après avoir découvert Marnaz Shirali, qui est une sociologue iranienne née à Téhéran et qui a fait des études qui a travaillé et qui désormais travaille et recherche, etc. en France. Alors c'est un livre qui date de 2012, donc qui est un petit peu daté et qui mérite donc d'être aussi lu et pensé à la lumière des différents événements qui se sont produits en 10 ans quand même, entre 2012 et 2022. Mais voilà, ça a l'air d'être un texte extrêmement intéressant. Juste pour vous donner une petite idée, la première question qui va ouvrir le résumé de la quatrième de couverture, pourquoi et comment l'islam idéologique? Alors l'islam idéologique, bon, déjà on pourrait en reparler parce que je ne sais pas quel est un autre islam qu'un islam idéologique, mais a-t-il pu dominer, comme n'importe quelle religion je veux dire, a-t-il pu dominer la société iranienne depuis les années 70? Comment a-t-il pu s'imposer aux dépens du mouvement de réforme commencé avec la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle? Comment a-t-il pu acquérir une telle audience en Iran puis dans l'ensemble du monde musulman? Voilà, donc bien évidemment ça a été motivé par les événements récents en Iran, à savoir les différentes révoltes et la révolution qui est en cours. Moi je pense qu'on peut carrément parler de révolution avec les protestations de la part de la population générale, mais de la part aussi plus précisément des femmes, et puis des étudiants et des étudiantes, avec malheureusement les nombreuses arrestations, les nombreux meurtres, les nombreuses violences commises contre ces personnes extrêmement courageuses qui se mobilisent. Et voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai très envie de lire. Je ne sais pas exactement quand je me pencherai dessus pour être tout à fait honnête avec vous. Mais voilà, c'est une autrice qui a aussi écrit un livre sur la jeunesse iranienne, intitulé La jeunesse iranienne, une génération en crise, et qui s'est intéressée à la question des jeunes et de l'islam, notamment en France. Voilà, donc je la connais pas plus que ça non plus, donc commencez pas... Bref, vous savez, à chaque fois qu'on parle d'un livre écrit par une personne qui va venir potentiellement critiquer les religions, critiquer l'islam, critiquer certaines dérives ou certaines manières de pratiquer ou de concevoir la religion, on a toujours un petit peu des commentaires qui sont un petit peu lourds et fatigants, donc je préfère préciser. Ensuite, un livre que lui, je pense, commencer à lire très prochainement, même s'il est un petit peu épais également, comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'un texte de Grigory Svirsky qui s'intitule Écrivain de liberté, la résistance littéraire en Union soviétique depuis la guerre. Voilà. Donc, c'est un vieux livre, comme vous pouvez le voir, de la NRF. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de me plonger à cœur perdu et à corps perdu dans cet ouvrage. Qui date de 1979, donc celui-ci effectivement est quand même assez ancien, il a été traduit donc du russe. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit en fait de s'intéresser notamment aux écrivains, aux écrivaines, mais aussi tout au contexte, aux différentes implications, aux conséquences, etc. Des auteurs et des autrices qui ont résisté durant le stalinisme et le soviétisme. Voilà, j'ai envie de lire un peu plus sur l'histoire justement de l'URSS et sur la place des arts et le rôle et les différentes les différents visages de la censure à cette époque-là. C'est aussi pour cela que je me suis procuré cet autre livre historique, l'URSS de la Révolution à la mort de Staline, donc 1917-1953, d'Hélène Carrère d'Ancos. Voilà, bon pour le coup ça c'est assez explicite, assez simple, c'est un livre tout ce qu'il y a de plus historique. Je n'en lis pas énormément parce que je suis pas une grande férue d'histoire pour être honnête, et en plus je ne retiens jamais les dates. En fait je retiens rien avec des chiffres, que ce soit des dates ou que ce soit des sommes ou que ce soit des horaires ou tout ce que vous voulez, c'est très compliqué pour moi, et puis je trouve que c'est souvent aride en fait l'histoire.
Mais là, comme c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et un sujet qu'en fait j'ai envie bien évidemment de relier à la littérature et que tout ça est quand même plus ou moins pas motivé, mais on va dire que la lecture commune du Maître et Marguerite de Bulgakov avec le contenu que j'ai envie de produire autour et suite à cette lecture commune, voilà, m'a quand même pas mal motivée. Donc voilà. Ensuite aujourd'hui, je passe rapidement dessus, je suis allée me procurer Nana de Zola. Alors je l'ai déjà, mais en fait je l'avais dans une autre édition parce que je trouve que cette couverture est affreuse. C'est un tableau de Modigliani, oui je ne me trompe pas, mais que je trouve horrible. Donc bon voilà, j'ai une autre édition mais qui n'est pas celle de Nabolita et qui n'est pas celle de la plupart des personnes qui participeront à la lecture de Lisons les Rougon-Macquart, donc je l'ai acheté dans cette édition là. Ensuite, j'ai Notre cœur de Maupassant. Alors Maupassant, finalement, je me rends compte que c'est un auteur... Voilà, bon, effectivement, j'ai lu Une vie de Maupassant, j'ai lu L'Orla, j'ai lu les contes, je sais plus comment ça s'appelle là, mais les contes horribles avec le chien au fond du trou et toutes les histoires semblables, n'est-ce pas? J'ai lu aussi La Chevelure et puis un autre dont j'ai oublié le titre, mais qui m'avait vraiment beaucoup plu, dont j'avais partagé des extraits d'ailleurs en ligne, mais je me souviens plus du tout. Par contre, je n'ai jamais lu Belle Amie. Est-ce que vous arrivez à le croire? Mais bon, bref. Et j'aimerais bien lire tous les romans de Maupassant, parce qu'en fait, il n'en a pas écrit beaucoup des romans, il me semble. Moins de 10. Bon, moins de 10. 10 celle qui n'a jamais écrit un roman, mais voilà. Donc, je trouve que ça pourrait être une idée intéressante que de lire tous les romans de Maupassant et de faire une petite vidéo à ce sujet. Nombreuses idées de vidéos, n'est-ce pas, qui voient rarement le jour, mais c'est pas grave. Et donc là, on arrive dans la partie hongroise de notre vidéo avec 5 livres hongrois. En fait, il devrait y en avoir 6 parce que il y en avait un autre que j'avais acheté mais qui malheureusement a été perdu apparemment lors de la livraison. Donc, je vais tout de suite vous en parler. Laissez-moi retrouver le titre. Il s'agit de Vos jours sont comptés de Miklos Banfi. C'est une trilogie que j'ai découverte lorsque j'étais à Budapest, là, il y a juste même pas quelques jours. Et j'avais commandé le premier tome et je ne sais pas, il a disparu, donc passons. Je vais le recommander, mais... Alors, un auteur dont on n'entend que peu parler. Il s'agit de... Alors, il me semble que normalement, le G hongrois, c'est comme un D. Gyula Krudi, NN, aux éditions La Baconnière ici. Alors ça, c'est un auteur qui en fait est extrêmement connu en Hongrie. Alors je ne sais pas pourquoi, mon appareil photo a décidé d'arrêter de filmer en plein milieu. Donc, je ne sais pas. Et en plus, cet appareil, même si je l'aime beaucoup, a quelque chose d'absolument incroyable et illogique. Lorsque je revisionne la vidéo que j'ai filmée et je n'entends pas, je ne peux pas écouter. Donc je ne sais pas exactement où j'en étais. Je vous parlais de ce roman, je ne sais pas où je me suis arrêtée. Je pense que j'ai dit que c'était un roman autobiographique, je pense que j'ai dit que j'attendais une écriture très onirique, je pense que j'ai dit que c'était très descriptif et que j'attendais beaucoup de poésie et que j'étais très heureuse de découvrir un auteur hongrois que je n'avais jamais lu et que c'était publié aux éditions La Baconnière. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, j'ai hâte de le lire. C'est un auteur qui... Ah oui, je rajoute, ça je crois que je l'avais même pas dit, par contre c'est un auteur qui a été très prolifique. Il a beaucoup écrit. Voilà. Bon, oh là là, ça m'énerve, mais c'est pas grave. On va se reprendre, il y a plus grave dans la vie, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai acheté aux éditions Sillage un recueil de poèmes qui s'intitule Nuages de Sándor Petőfi, qui est un grand poète hongrois qui est mort très jeune. Il est né en 1823, il est mort en 1849 et il est mort lors de la révolution de 1848 en se battant. Voilà, tout simplement. C'est un poète qui est très important en Hongrie, mais c'est un poète qui, pendant apparemment, comme nous le dit la quatrième de couverture, a été introuvable en français pendant environ 40 ans. Donc je suis très contente de pouvoir y avoir désormais accès. C'est un ouvrage, enfin c'est une œuvre qui a été traduite dans pas mal de langues européennes, donc c'est vraiment un écrivain majeur dont on entend peu parler quand même en France, mais on va dire que c'est pas non plus étonnant étant donné que la poésie plus la poésie hongroise, ça fait quand même deux critères ou deux éléments
qui viennent tout de suite un petit peu restreindre le lectorat. Voilà, c'est un tout petit recueil que j'ai très envie de découvrir. C'est une poésie qui est apparemment marquée par le pessimisme et l'ironie. Moi j'aime beaucoup la littérature hongroise en général, mais j'aime beaucoup la poésie hongroise que je trouve toujours un petit peu plus moderne, un petit peu plus décalée et surprenante. Donc on va voir ce que ça va donner avec ce poète-là. Et je suis toujours très intéressée par les littératures, alors que ce soit de la poésie ou que ce soit de la prose, mais ou du roman on va dire plutôt. Qui se créent ou qui sont écrites lors de périodes de grandes mutations et de grands bouleversements sociaux, politiques, etc., culturels. Et là, je pense que ça va forcément être le cas, et ça va forcément se ressentir. Et je pense que bien évidemment, déjà, le pessimisme et l'ironie du recueil s'expliquent aussi, voire surtout par cette période-là. Ensuite, je vous disais que j'avais acheté un livre de littérature contemporaine. Donc là, je me suis vraiment laissée aller à l'inspiration du moment. Il s'agit de La fin d'un roman de famille de Peter Nadas. Alors déjà, je trouve que sous une apparente simplicité, La fin d'un roman de famille, le titre est en réalité très beau. C'est un ouvrage plus contemporain, étant donné que l'auteur est né en 1944 et que ce roman-ci date de 1977. Alors, je pense, ce que j'attends en fait, parce qu'il n'y a pas de quatrième de couverture vraiment résumé, il y a un extrait du texte. Ce que j'attends, c'est quelque chose de l'ordre de l'écriture un petit peu familiale, un petit peu intime, avec beaucoup de réminiscences, beaucoup de souvenirs, un travail sur la mémoire, la mélancolie, l'enfance, l'adolescence, et à travers cette histoire plus intime et plus familiale aussi peut-être le reflet d'une société hongroise ou d'un milieu hongrois dans un certain contexte, une certaine époque, etc. J'ai vraiment envie là en ce moment de lire un petit peu des histoires plus familiales, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus... alors à la fois familial pour ça, mais aussi j'ai envie de lire des textes qui parlent des souvenirs, vraiment de la mémoire. C'est quelque chose là que j'ai envie de lire parce que je trouve ça doux. Alors très triste aussi parce qu'en plus j'ai un énorme problème, vous le savez, avec le temps qui passe, avec la mémoire, avec la mélancolie, les souvenirs, la nostalgie, tout ça. Mais voilà, c'est aussi doux d'une certaine façon et puis j'en ai très envie, donc on verra. Ensuite, deux textes. Alors, celui-ci. Opium de Desa Chat. Je pense que je le prononce bien, mais je n'en suis pas sûre. Le hongrois, c'est une langue très compliquée. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, juste de le savoir. En fait, c'est une langue qui n'est pas du tout une langue slave, c'est pas du tout une langue latine, c'est pas du tout une langue non plus comme l'allemand ou l'anglais. C'est en fait une langue qui ressemble au finnois et elle est assez unique. Et c'est une langue très compliquée. Voilà. Donc... Alors, Opium, je me suis emparée de ce livre en pensant à Bulgakov, tiens, et en fait la quatrième de couverture m'a absolument convaincue de l'acheter, j'en attends beaucoup donc j'espère ne pas être déçue. Il s'appelle en réalité Josef Brenner, il est né en 1887 en Hongrie et il a été médecin plus psychiatre, il a été ami de Desse Kostolany qui est un écrivain que j'adore, un écrivain hongrois incroyable, trop peu lu en France. Franchement, si je peux vous recommander un truc, lisez Desse Kostolany, lisez Anna la Douce. C'est vraiment un roman incroyable, c'est comparable à... Enfin, c'est comparable. Pour moi, c'est un roman aussi fort que peut-être les romans de Zola, les romans de Flaubert. Vraiment, j'ai adoré ce roman, il est génial. Je pense que ça pourrait être une très bonne lecture pour beaucoup d'entre vous, donc lisez-le franchement. Et bon, c'est un homme qui donc du coup est devenu toxicomane avec la morphine et puis qui s'est suicidé en se jetant en 1919 contre des soldats après avoir assassiné sa femme. Donc par contre ça c'est beaucoup moins... Enfin, rien n'était positif là à part l'amitié avec Desse Kostolany, mais bon, le féminicide c'est vraiment un petit... Enfin ça me gêne un peu, mais... Enfin ça me gêne, mais j'avais vraiment envie de le lire. Ces textes peu nombreux, je vous lis la quatrième de couverture parce que pour le coup c'est une découverte totale, je ne peux rien vous en dire de moi-même, sont imprégnés tantôt d'une poésie onirique, tantôt d'un réalisme exacerbé et exposent avec une impitoyable précision les tourments intimes, les fantasmes secrets et les terreurs indicibles de l'humain. Explorateur hardi de l'âme, il sait susciter une peur du gouffre qu'il parvient parfois à apaiser. Opium rassemble le plus intense de l'œuvre d'un écrivain face à ses démons. Mort il y a un siècle tout juste, il y distille un alcool qui étourdit encore en douceur. Donc voilà, là j'ai vraiment beaucoup d'attentes, je suis très curieuse, vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je me demande si ça va un petit peu ressembler à Morphine de Bulgakov comme je vous l'ai dit, mais je me demande aussi si ça va me faire penser à Journal d'un fou par exemple. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner.
Je pense que c'est une écriture fragmentaire, une écriture un petit peu hallucinée, une écriture assez divagante et puis... divagante, ça se dit, en tout cas une écriture qui divague et une écriture marquée par beaucoup d'émotions. J'espère par contre qu'il n'y aura pas... on verra ce que ça donne. On verra. Et puis, last but not least, ce magnifique livre qui est une anthologie de poésie. Et moi, j'adore les anthologies poétiques. D'ailleurs, tiens, je pourrais faire une vidéo, si vous voulez, sur quelques-unes des anthologies poétiques que je possède, parce que j'en ai quand même pas mal, et parfois des un petit peu surprenantes. Alors, The Lost Rider, a bilingual anthology, donc de Lost Rider. Je sais pas trop comment on pourrait le traduire. Rider, c'est un peu compliqué parce que je pense pas que ce soit... Bon, bref, peu importe. Donc c'est un livre qui est en anglais et en hongrois, donc ça j'adore, hein. Vous pouvez voir la partie hongroise ici et la partie anglaise ici. Ça a été fait par des éditeurs hongrois qui ont sélectionné en fait une centaine, voire 100 exactement, des, selon eux, plus beaux, plus intéressants, plus représentatifs, etc. poèmes de la langue hongroise. Ils ont été traduits puis alors retravaillés par des poètes eux-mêmes qui parlaient pas hongrois par ailleurs, mais qui étaient des poètes en langue anglaise, par exemple Ted Hughes, le mari de Sylvia Plath, pour vous donner une idée. Et il est précisé quand même qu'il y a eu un travail en fait particulier sur la traduction, un parti pris sur la traduction. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est apparemment de ce qu'il en est dit, le parti pris de traduction, ce n'est pas la traduction la plus fidèle par rapport au texte exact hongrois entre guillemets, mais plutôt d'un poème qui soit convaincant et qui parviennent à recréer des émotions et des effets tels qu'ils les auraient créés en hongrois en langue anglaise, donc avec forcément certaines libertés prises par rapport, si vous voulez, aux mots, au vocabulaire, etc. Bref, au lexique. Donc voilà, je suis très très contente, hein. Il y a forcément des auteurs, enfin des auteurs et des autrices, des poètes que je connais, mais d'autres poètes totalement inconnus et qui ne sont pas traduits en fait, et qui ne sont accessibles nulle part si ce n'est dans cette anthologie, donc vraiment quand j'ai vu ça, j'étais obligée de l'acheter. Voilà, j'essaierai de voir ce que je peux en faire pour vous. C'est toujours un peu embêtant pour moi parce qu'en fait je sais que tout le monde ne parle pas forcément anglais ou que tout le monde n'est pas forcément assez à l'aise avec l'anglais pour pouvoir apprécier un texte notamment poétique. Et ça m'est déjà arrivé là à plusieurs reprises de vouloir partager certains textes avec vous, notamment des poèmes, mais qui n'étaient qu'en anglais. Et par contre, faire un travail moi de retraduction en français, sachant que je ne suis pas traductrice, que je n'ai pas ces capacités-là, ça m'embête toujours un peu parce que je sais que le résultat ne sera pas parfait, mais alors déjà c'est même pas la perfection, mais le résultat ne sera pas aussi bon que quelqu'un dont c'est le travail, qui est compétent ou compétente en la matière, mais en plus ça demande un énorme travail, donc je sais pas, mais j'aimerais bien quand même pouvoir faire quelque chose de certains de ces poèmes pour les partager avec vous, donc on verra ce que ça va donner. Bah écoutez, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou pas, ça m'intéresse vraiment, ou si vous connaissez certains de ces auteurs-autrices, parce que pour le coup je pense que là il y a quand même beaucoup de noms assez inconnus. Voilà, je vais aller me coucher. Je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo.